02 344 58 55, je vous l'avais annoncé au début de nos émissions. Nous avons Maman Justine Kassavoubou au studio avec Pat Patoma qui va la recevoir. Pat Patoma, bonjour. Bonjour Marco Batanga. Je ne m'entends pas très bien. Peut-être que mon micro n'est pas suffisamment ouvert. Si, Ça devrait aller. Si vous si, m'entendez bien, moi je c'est bon t'entends, aussi. moi je t'entends bien. Voilà, donc nous sommes en train de recevoir Madame Justine Poyo Kassavou. Cela peut faire un petit temps quand même. Madame Justine Poyo Kassavou, bonjour. Bonjour, monsieur Patoma. Voilà, vous venez nous voir à un moment où il y a quand même beaucoup de choses qui se passent sur la scène politique congolaise. Nous allons commencer par le dernier point qui est donc un arrêt qui a été donné par la Cour constitutionnelle suite à une requête de la CENI qui, quelque part, a du mal quelque part à faire son travail. Du mal aussi parce que c'est la CENI elle-même qui semble s'embourber. La CENI a fait un calendrier quelque part qui ne peut pas être tenu. La CENI qui a des problèmes de budget, la CENI et l'arrêt de la Cour qui semble donner la possibilité à la CENI en tout cas de modifier ce calendrier qui pourtant avait été adopté par l'Assemblée. Hein. Quel commentaire vous pouvez faire par rapport à cette ouverture que la Cour constitutionnelle donne à la CENI de modifier les choses, ouverture d'ailleurs qui peut aller jusqu'à la modification de la date des présidentielles. Mais écoutez, cela démontre de toute manière que dans le chef du pouvoir en place, la volonté politique est toujours la même, à savoir jouer de manœuvres dilatoires, jouer de subterfuges, manipuler le contexte politique pour pouvoir permettre au pouvoir en place d'opérer le glissement. Donc j'observe que nous sommes dans une confusion totale. Une confusion institutionnelle, une confusion juridique et une confusion politique. Donc cet arrêt, à mon avis, on devra quand même un petit peu mettre les choses au clair et je crois que ici c'est l'opposition qui devra vraiment jouer son rôle. Nous ne pouvons pas accepter n'importe quoi. Nous ne pouvons pas, à quelques mois des échéances essentielles pour notre pays, tolérer qu'on continue à modifier les règles du jeu sans qu'il y ait eu au préalable un avis de l'Assemblée qui auparavant d'ailleurs avait déjà sanctionné l'échéance précédente. Donc je pense qu'ici nous devons observer que le pouvoir est en train de multiplier en fait les subterfuges pour pouvoir permettre au PPRD et à ses alliés de pouvoir jouer encore un rôle comment dirais-je, de manœuvrer pour que on puisse dépasser l'échéance de 2016. Vous êtes femme politique, une institution de la République. D'autres ne l'acceptent d'ailleurs pas. Vous venez de dire que ces gens-là font le jeu quelque part du pouvoir alors que par définition ils sont censés lire la Constitution, c'est-à-dire vérifier si lorsque la CENI pose un acte, lorsque les instances de la République posent des actes, vérifier si c'est constitutionnel. Et justement, il y a un problème. Qu'est-ce que vous allez faire? Je sais que l'opposition a réagi, a donné son avis par rapport à ça. Votre lecture est assez générale. Quelle est la démarche concrète vraiment que vous, en tant que femme politique, vous pouvez faire? Mais je pense d'abord que c'est de rejeter tout ce qui va à l'encontre des prescrits constitutionnels. Parce qu'ici, il ne faudrait pas quand même qu'on se laisse distraire, qu'on se laisse diviser, qu'on se laisse nuire, tout simplement parce qu'on voudrait détourner notre attention. Je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu principal pour le peuple congolais et ce pour lequel nous nous battons, c'est que nous devons absolument focaliser notre attention sur les échéances constitutionnelles. Et les échéances constitutionnelles sont très claires. Et là-dessus,
une cour constitutionnelle qui se respecte, qui serait droit dans ses bottes, ne peut absolument pas jouer avec cela. Donc nous devons maintenant nous orienter vers des élections crédibles et travailler dans ce sens-là. Donc venir perturber le jeu politique en instituant des règlements nouveaux qui n'ont pas été débattus, qui n'ont pas été consentis par l'ensemble de la nation, à mon avis, c'est faire le jeu des occupants. Et je ne vous ferai pas remarquer ce que vous aurez sans doute vous-même déjà compris, que notre pays aujourd'hui doit d'abord se défaire de toutes ces interférences extérieures qui sont absolument nuisibles. Et vous observerez que à l'approche de nouvelles échéances, et notre pays est toujours exposé à des remises en cause qui n'ont pas lieu d'être. Notamment, maintenant, on nous parle de dialogue. Bon, mais je crois que tout le monde a compris que le peuple congolais ne veut pas de dialogue aujourd'hui. On va arriver au dialogue pour juste un peu terminer tout ce qui tourne autour de la CENI. Peut-être une question, un des problèmes qui se pose, c'est celui de l'argent pour justement organiser ces élections. Le Premier ministre lui-même déclare qu'il n'a pas l'argent, que l'argent pour organiser les élections, il n'y en a pas. Pourtant, dans les budgets de l'État, c'était budgétisé depuis 2012. L'argent est censé être là. Mais le numéro 2 du pays dit, numéro 2, je veux dire le numéro 1 du gouvernement, à part Kabila lui-même, dit qu'il n'y a pas l'argent. Comment peut-on expliquer ça alors que c'était budgétisé? Qui a volé? Qui doit porter la responsabilité politique de ce constat? Bon, je pense que c'est beaucoup plus de la mauvaise foi. Et vous observerez que chaque fois qu'il faut aller dans le sens de la démocratie, dans le sens de l'équité, dans le sens de la justice, il n'y a pas d'argent. Mais lorsqu'il faut dilapider les deniers publics, là, il y a de l'argent. Je vous cite un exemple. L'immeuble du gouvernement, l'hôtel du gouvernement qu'on vient de construire et qu'on est en train de vanter à corps et à cri, eh bien, ça n'a pas été budgétisé. Mais on a trouvé l'argent pour construire cet immeuble. Donc, vous voyez que le gouvernement en place est en train de démontrer par l'absurde, d'ailleurs, que c'est de la mauvaise foi pure et simple, c'est-à-dire l'humiliation programmée du peuple congolais. Lorsque le peuple doit se reconstruire, se redéfinir dans un cadre législatif nouveau, dans un cadre électoral, eh bien, il n'y a pas d'argent. Ça veut dire aussi que le Premier ministre, en déclarant cela, lui-même, il souscrit à la logique du pourrissement, à la logique du glissement, à la logique du dérapage institutionnel et constitutionnel. C'est cette affaire liée donc à la Cour constitutionnelle, elle arrive dans un contexte politique très très particulier. C'est qu'on discutait dialogue, on discutait participer ou pas. Monsieur Étienne Tshisekedi, que beaucoup considèrent comme le leader de l'opposition, avait donné son avis plutôt positif par rapport à ce dialogue. Il avait dit qu'il allait y aller, mais patatras, on a l'impression que quelque part on parle dialogue, mais les décisions se prennent, hein. C'est-à-dire qu'à Kinshasa, ils prennent des décisions, il faut avancer des choses dans leur sens, en tout cas par l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous connaissez bien Étienne Tshisekedi pour avoir été quand même pendant un long moment ici à Bruxelles, son représentant. Comment est-ce que vous pouvez analyser comment a-t-il fait pour voir que c'est le dialogue qui est la voie qui peut nous sortir des pétrins? Mais justement, on ne se l'explique pas. Et lorsqu'on a connu M. Tshisekedi, un homme de droit, un homme de principe, un homme de détermination, on ne peut pas s'expliquer ce revirement. Je vous ferai observer que ce qui déroute aujourd'hui le peuple congolais, mais c'est justement cette attitude. Souvenez-vous, en 2011, le slogan électoral de M. Étienne Tshisekedi, c'était « Le peuple d'abord ». Le peuple aujourd'hui s'exprime en rejetant le dialogue, mais il voudrait, lui, aller au dialogue. Alors, on se demande un dialogue pour dialoguer avec qui? Avec un protagoniste qui est fin mandat constitutionnel pour décider quoi? Ensuite, M. Tshisekedi a exhorté le peuple congolais à boycotter, rappelez-vous, en 2006 les élections, à refuser l'enrôlement, à dire que voilà, le pouvoir en place nous menait dans la déroute. Eh bien,
Un peu plus tard, M. Tshisekedi lui-même avait demandé que le peuple puisse chercher M. Kabila, le ligoter et le lui amener. Bon, alors aujourd'hui, qui est ligoté, qui amène qui, vers quoi, pour faire quoi et pour inspirer quoi au peuple congolais? Ce sont des questions fondamentales qui déroutent le peuple congolais. Ensuite, vous observerez également que M. Étienne Tshisekedi, qui a toujours voulu revendiquer la démocratie, l'état de droit, le respect des textes, mais aujourd'hui lui-même se dévie par rapport à cette attitude-là. Donc ce dialogue, il m'inquiète. Et moi, si je suis venu ici, c'est parce que le pays est en danger, gravement en danger, Monsieur Patoma. Et pourquoi est-ce qu'il est en danger? Parce que à chaque fois qu'on veut empêcher le peuple congolais d'aller vers l'aboutissement démocratique, on nous parle de dialogue. Mais le dialogue, en fait, c'est simplement un processus de déverrouillage démocratique, un processus de banalisation de l'impunité politique, parce que nous avons connu plusieurs dialogues. Et rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, M. Étienne Tshisekedi était même allé à Kigali pendant la période de Sun City pour défendre ce qu'on appelait l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais. Mais qu'est-ce qu'on a constaté Ce qui veut dire qu'il est quelque part droit dans ses bottes. Il fait ce qu'il a toujours pensé. Mais non, ça veut dire qu'il persiste dans l'erreur. Parce qu'en 2001-2002, lorsqu'il a défendu l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue, au bout de course, nous avons vu plutôt des acteurs qui auraient dû répondre devant la justice parce qu'ils ont été des acteurs de la rébellion et donc quelque part des mercenaires à la solde d'interférences extérieures contre notre souveraineté nationale, eh bien, eux sont arrivés au pouvoir. On a consacré le 1+4 et M. Tshisekedi est resté dehors à la grande frustration, justement, de tous les combattants du peuple congolais qui espéraient qu'enfin, il aurait un début d'impérium. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, alors que nous avons les échéances électorales à l'horizon, il veut de nouveau parler de dialogue. Mais un dialogue pour instaurer quoi? Et je vous fais observer, encore une fois, que la démocratie, en fait, est confisquée par ce processus. Au lieu d'aller aux élections et de jouer franc jeu, nous constatons que chaque fois le dialogue amène au pouvoir des acteurs qui, par leur groupe, sont minoritaires et par la voie des urnes ne peuvent absolument pas gagner les élections. Et ils ne peuvent arriver au pouvoir que par des négociations et par les interférences extérieures où ils ont signé des pactes avec les forces qui viennent piller notre pays. Et donc c'est pour ça que moi je m'inquiète, parce que amener au pouvoir des personnes qui ne peuvent pas gagner les élections par elles-mêmes ou par leur groupe, parce qu'ils n'obtiendraient pas la majorité des suffrages de notre peuple, eh c'est justement déverrouiller la démocratie. Et je dirais, en finale, par rapport à ce raisonnement, par rapport à ce constat, c'est que, en bout de course, on accrédite l'accès au pouvoir par les armes, par la violence, par l'arbitraire. Pourquoi? Parce que de l'impunité dont on a bénéficié en allant aux négociations, on oublie qu'on était, par exemple, des rebelles, hein, et on arrive au pouvoir, 1+4, par exemple, et on bénéficie de l'immunité des fonctions officielle. Et cette immunité vous donne maintenant l'impérium d'élaborer des lois à votre image. Et ces lois, justement, vont vous permettre de chipoter, de trafiquer la Constitution, etc. Et au bout du compte, lorsqu'on va aux élections, c'est pour élire qui? C'est pour élire, justement, des personnes et des groupes qui bénéficient de l'impunité, alors qu'ils auraient dû se retrouver en dehors de la gouvernance. CPI, entre autres, deux éléments qu'il faut retenir parmi ce que vous venez de dire, c'est que quelque part, c'est le fait que Étienne Tshisekedi n'est pas parvenu, et vous étiez venu ici dans nos studios pour parler justement de l'impérium, de la manière de faire, mais comment dirais-je, vos conseils, entre guillemets, n'avaient pas été suivis à l'époque. Vous aviez parlé de la nécessité de faire que Tshisekedi, qui cherchait un impérium, qu'il monte un gouvernement à l'extérieur. Hein, c'est-à-dire, au lieu tout simplement d'attendre l'impérium, qu'il monte un gouvernement, qu'il nomme un gouvernement. Ça n'avait pas été fait. Pensez-vous donc, en tout cas c'est ce que je crois savoir, je crois percevoir dans vos dires, qu'il est en train quelque part de chercher seulement l'impérium d'abord, et puis deuxièmement, ce processus de débat, de discussion pourrait remettre encore vraiment au devant de la scène des gens comme les Azarias Souroubero, tous ceux-ci, qui, on a vu, étaient pratiquement incapables de se faire élire. Mais
Je pense que là, vous enfoncez une porte ouverte et c'est vous-même qui citez ces noms-là. Mais je constate, justement, comme vous les citez, que ces personnes font partie de ceux qui prônent le dialogue aujourd'hui. Bon. Moi, je crois qu'aujourd'hui, je ne suis pas venu pour condamner les uns ou pour exhorter ceux qui, justement, nous amènent dans un mauvais chemin. Je suis venu plutôt pour exhorter la nation congolaise à ce qu'elle se remette vraiment en question et qu'elle soit vigilante. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que dans le chef de l'UDPS, et d'ailleurs, quel UDPS? Parce que l'UDPS aujourd'hui a implosé. Et donc, M. Tshisekedi irait à ce dialogue en tant que président élu, qui a prêté serment sur la Bible, ou bien en tant que président de l'UDPS. Et encore faudrait-il que, dans le souci de l'intérêt supérieur de la nation, qu'on sache s'il y va comme président national de l'UDPS ou président d'un clan, président d'une famille, parce que nous connaissons aussi une large part de l'opinion qui se reconnaît dans une autre partie de l'UDPS. Donc, il y a aussi de la confusion dans le chef de M. Tshisekedi, et je crois qu'aujourd'hui, ce que nous devons au contraire vraiment retenir, c'est que le peuple congolais ne veut pas du dialogue. Alors, M. Tshisekedi, qui a toujours mis en avant le peuple d'abord, mais je serais bien inspiré aujourd'hui d'écouter le peuple et de se mettre vraiment en communion avec le peuple congolais, dont je rappelle que lui-même exhortait que non, le peuple doit se prendre en charge. Mais le peuple s'est pris en charge depuis longtemps et aujourd'hui le peuple congolais est en train de nous démontrer par les actes qu'il sait se prendre en charge. Rappelez-vous, au mois de janvier, nous avons eu quand même la sortie sans mot d'ordre des leaders politiques, de la population qui en avait marre qu'on chipote à la Constitution. Et nous avons même vu, et justement le désarroi que cause l'UDPS, c'est justement parce à l'occasion de cette sortie, qu'est-ce que l'attitude de l'UDPS, c'était ah oui, non, nous ne sommes pas partie prenante de cette sortie de la population. Mais lorsque vraiment tout a été démontré que la population était déterminée, l'UDPS s'est ravisée. Mais ça veut dire que nous sommes en train peut-être d'assister aussi à un glissement au sein de l'UDPS depuis longtemps. Mais peut-être que l'opinion n'était pas suffisamment consciente de cela. Alors moi je dis aujourd'hui que aucun parti politique aujourd'hui, et même l'UDPS, même si c'est une petite frange de l'UDPS, aucun parti politique, aucune formation politique aujourd'hui digne de ce nom ne peut prétendre représenter le peuple congolais à lui seul. Alors, moi je dirais que les fausses communes qui ont résulté, qui ont été la conséquence de cette sortie du mois de janvier, mais c'est quand même un débat national, c'est quand même une préoccupation nationale, et on a essayé de détourner l'attention de l'opinion en venant maintenant avec le dialogue pour qu'on ne puisse pas revendiquer la vérité sur les fausses communes de Maluku. Donc ça, à mon avis, ce sont vraiment des préoccupations fondamentales dont nous devons absolument tirer au clair. Madame Justine Kassavubu, vous êtes en train de développer sur le dialogue. On a vu et vous dites que la population congolaise est franchement opposée par rapport au dialogue. Les tenants de l'UDPS pensent que M. Tshisekedi a toujours été en avance par rapport aux gens, et donc lui il voit très très loin le fait qu'il pose le problème du dialogue. Nous ne verrons vraiment les effets positifs entre guillemets de cette position que d'ici peut-être quelques mois ou quelques années, et on lui donnera raison. En tout cas, c'est ce que les gens qui soutiennent Étienne Tshisekedi disent. Mais la population est désarçonnée. On a vu lors des manifestations ici à Bruxelles des confrontations et que on se permet, je veux dire, des combattants se sont permis de porter un cercueil dans lequel disent-ils de manière, je dirais, virtuelle qu'ils allaient enterrer Étienne Tshisekedi. Aurait-on pu penser une seule minute qu'on se permettrait ça par rapport à Étienne Tshisekedi, cet homme politique qui est là présent depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui? Pensez-vous que vraiment cette prise de position par rapport au dialogue est quelque chose qui vraiment vient fracasser l'UDPS, et d'ailleurs qui commençait déjà à se diviser par deux?
Non, mais je pense qu'il faut quand même prendre de la hauteur. Je crois qu'en politique, on ne doit pas se focaliser sur des émotions personnalisées. On doit plutôt examiner les actes dans le fond. Alors, évidemment, on ne peut jamais cautionner une violence gratuite. Mais je crois qu'ici, quel est le message que la population via la diaspora a voulu transmettre? C'est-à-dire que la politique menée par M. Etienne Tshisekedi est à enterrer. Donc, c'est cela le vrai sens symbolique. Et je pense que pendant la période de la transition, pendant la période glorieuse de la conférence nationale souveraine, mais il y a eu des marches, des villes mortes, mais il y a eu aussi des marches à Kinshasa où il y avait un cercueil. Moi, je me souviens, on a vu un cercueil où on avait mis le nom de Mobutu. Donc, je crois que ce sont des gestes que dans toute démocratie, on observe. Et c'est une manière pour la population d'exprimer un ras-le-bol. C'est une manière d'exprimer que la souveraineté, c'est le peuple qui la détient et rien que le peuple, et que ceux qui veulent vraiment représenter la nation doivent s'inspirer des décisions du peuple. Donc, lorsque on brandit un cercueil, mais c'est une manière de dire que, voilà, nous en avons marre. Il faut changer de route. Et quand vous dites que M. Tshisekedi est souvent en avance, non, j'observe que quand un leader se trompe, nous avons le devoir, justement, d'orienter tous les leaders, d'orienter les meneurs d'opinion. Et je pense qu'ici, singulièrement, il s'agit d'une erreur, il s'agit même d'une faute très grave, parce que nous sommes aujourd'hui à la veille quand même d'échéances qui doivent nous permettre de récupérer notre souveraineté nationale. Alors, si nous ratons ce virage, tout simplement parce que nous nous focalisons sur des émotions, nous nous focalisons sur le fanatisme, nous nous focalisons sur l'unilatéralisme, alors nous sommes en perdition. Il ne faudra pas qu'on vienne se plaindre après que nous sommes toujours sous occupation. Donc je crois que ce que les combattants, ce que la population congolaise, ce que la diaspora a voulu dire, et que moi j'ai cru comprendre, c'est d'exprimer cette fois-ci la ferme volonté que le peuple congolais ne veut plus de cette politique-là, où on lui demande des sacrifices, de se prendre en charge, on lui demande d'adopter une attitude déterminée et irrévocable vis-à-vis du pouvoir en place, où on lui demande de boycotter les élections, et puis après, on prend la tangente pour faire le contraire. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'explication dont le peuple a besoin, mais c'est celui de l'UDPS, justement, parce que on ne peut pas aujourd'hui conduire la nation dans une voie unilatérale pour simplement cautionner non seulement le déverrouillage démocratique, mais le tripatouillage à venir de la Constitution. Donc je pense que là, c'est une voie vers la trahison et vers une humiliation supplémentaire dont le peuple congolais n'a pas besoin. Nous allons prendre un auditeur qui est en ligne au 02 344 58 55. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour, chers amis. On vous écoute. Nous suivons bien Madame Justine, mais moi j'ai des petites questions. La première, est-ce que pour libérer un pays, faut-il compter toujours sur une seule personne? Ça, c'est la première. La deuxième, est-ce que nécessairement les débats, soi-disant, IDPS a dit, Tshisekedi a dit, est-ce que cela est-il nécessaire pour notre pays aujourd'hui? Merci. Mais je pense que la question est très pertinente, mais justement, il faut dépersonnaliser, il faut dépassionner, il faut se battre sur les idées, sur les principes et sur la volonté du peuple, rechercher le compromis parfois, mais ici, il n'y a pas lieu de rechercher le compromis parce que le dialogue dont on nous parle, qui en détient les tenants et les aboutissants? En tous les cas, pas le peuple congolais. Et je pense que on ne peut pas construire la nation sur la volonté d'une seule personne, mais on construit la nation sur la détermination d'un peuple qui partage une même vision et qui veut aller vers un même avenir et qui recherche le développement pour son pays. Donc je pense qu'ici, nous sommes en obligation de dire que le peuple congolais ne veut plus de ces infiltrations, ne veut plus de cette occupation. Le peuple congolais en a marre, et nous aussi, hein, parce qu'après tout, ce sont les nationalistes qui payent toujours le prix fort de toutes ces exclusions que nous amènent les dialogues successifs. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment prendre la résolution, et j'exhorte l'opposition aussi sur le terrain à faire de même. Nous devons prendre la résolution de défendre notre pays, et rien que notre pays. Parce que je ne comprendrai pas
que nous puissions continuer à cautionner des dialogues qui nous amènent des infiltrés. Parce qu'après tout, citons aussi le cas de Jean-Pierre Mbemba, c'est un compatriote. Lui, il est à La Haye. Mais auquel titre, lui, il est à La Haye, et d'autres qui ont mené aussi des rébellions, eux pourraient venir au pouvoir. Donc je crois que la politique de 2 poids 2 mesures, ça suffit. Ça suffit, et nous sommes là pour défendre non seulement l'intérêt du peuple congolais, mais l'héritage pour lequel nos parents se sont battus. En 1960, le 30 juin 60, ce n'est pas des dialogues successifs dont on nous avait gavés à l'époque, mais c'est pour un Congo indépendant, un Congo qui va vers sa prospérité, un Congo national, un Congo qui revient aux Congolais, et non pas un Congo où on est en train de nous infiltrer par touches successives, par négociations successives, de sorte que la congolité, et je m'explique ce que je veux dire par là, de sorte que les nationalistes puissent perdre du terrain au profit d'un mixage politique qui ne dirait pas son nom, mais qui viendrait maintenant introduire des éléments qui sont à la solde des forces négatives extérieures. Sans vraiment qu'on y entre beaucoup, ces éléments que vous introduisez concernant donc les discussions, les débats, les rencontres avec implication de l'international, à un certain moment, c'est aussi l'opposition qui l'avait voulu par rapport à Mobutu, se disant que bon, il faut qu'on fasse cela, c'est notre manière à nous de garantir parfois la sécurité, parfois cela. Donc l'opposition a aussi quelque chose à se reprocher par rapport à cette demande parfois qui vient d'elle, de débats, de discussions à l'extérieur du pays, avec les yeux des gens de l'international qui viennent voir. Et donc, mais bon, on ne va pas entrer dans ce débat-là. Nous avons parlé donc des combattants ici, des manifestations, une sorte de rupture entre une partie de la population, en tout cas et l'UDPS. On a vu aussi à Kinshasa, ou plutôt en RDC, que ceux qui ont comment dirais-je, de manière visible, opté pour le dialogue alors qu'ils sont censés être de l'opposition. Je veux dire Nemwandante, mais il a été sérieusement bousculé dans son propre fief. Est-ce que, comment dirais-je, Bundu Dia Mayala, son influence en tant que parti qui est là aussi pour parler de Bundu Dia Congo, tous ces massacres qui ont eu lieu, est-ce que cela tend vers la fin? Mais vous savez, le cas de Bundu Dia Mayala ou Bundu Dia Congo, le cas de Nemwandance, mais illustre parfaitement la banalisation politique dans laquelle notre pays est tombé depuis quelques années. C'est-à-dire que tout le monde s'improvise homme politique. On oublie même que la qualité d'être un chef spirituel est nettement beaucoup plus enviable qu'un homme politique qui est ballotté dans tous les sens à chaque échéance. Donc, on ne s'improvise pas homme politique. Or, je crois que, quand même, toute modestie gardée, que Nemwandance s'est improvisé homme politique. Je crois qu'il était beaucoup plus crédible dans son rôle de conscience historique, dans son rôle d'accompagnateur de nos traditions, dans son rôle d'éveil de conscience de l'histoire de notre pays. Là, il était tout à fait crédible, mais ici, il s'est fait rouler. Pourquoi ? Parce que d'abord, lorsque Nemwandance accepte d'aller rencontrer M. Kabila, quelles sont les conditions qu'il pose? Parce qu'il y a quand même eu des fosses communes dans le Bas-Congo où beaucoup d'adeptes de Bundu Dia Congo sont morts de façon sauvage, de façon vraiment arbitraire. Et donc, est-ce qu'il y a eu une demande d'explication? Est-ce qu'il y a eu une exigence des préalables pour qu'au moins ces morts ne soient pas morts pour rien? Je ne crois pas. Donc c'est déjà une faute. Alors, à partir du moment où vous-même, vous subissez dans votre cursus des injustices, des spoliations multiples, vous répondez à ce genre de rendez-vous, mais il faut bien se rendre compte que vous vous disqualifiez d'avance parce que l'intention de M. Kabila n'est pas de vous promouvoir, mais d'utiliser votre onction, votre aura, votre capital politique ou, entre guillemets, s'entend, votre popularité quelque part pour pouvoir se légitimer. Et je vous fais quand même remarquer que cela intervient au moment où Kabila lui-même fait face à des attaques en règle par rapport à la trilogie du triumvirat qui gère notre pays. Et ce triumvirat dénonce quoi? Dénonce du népotisme, dénonce une sorte de gouvernance clanique, etc. Et donc, il voudrait attirer à lui
les deux tenants de ceux qui peuvent encore légitimer quelque chose dans notre pays, M. Tshisekedi d'un part et Nemwanda Nsemi d'autre part, de manière à ce que si M. Tshisekedi accepte d'aller au bout de la logique de cette convocation au dialogue, eh bien, lui aussi qui fait aujourd'hui l'objet d'accusations de népotisme et de gouvernance dans son parti, de gouvernance clanique, d'un certain triumvirat, en quelque sorte, lui aussi, eh bien, à ce moment-là, il justifie justement la banalisation de ce rôle dans le chef de Kabila, parce qu'à un moment donné, on dira, oui, mais vous me critiquez, moi, Kabila, de gouverner avec les miens, avec mes frères et sœurs, etc., mais M. Tshisekedi aussi gouverne avec son fils, avec son épouse. Donc, vous voyez, les attaques qui interviennent ponctuellement, à un même moment, avec les mêmes caractéristiques des deux côtés, eh bien, c'est justement pour permettre l'homologation de cette banalisation, de sorte qu'au bout du compte, c'est Kabila qui est gagnant. Et M. Tshisekedi perdant, et Nemwanda Nsemi perdant. C'est la raison pour laquelle Nemwanda Nsemi a essuyé des jets de pierre. Mais lorsqu'il se rattrape en disant, oui, bon, je me retire, et il invoque le Saint-Esprit, mais je crois que s'il était resté dans son rôle de chef spirituel, le Saint-Esprit lui aurait déjà indiqué bien à l'avance que, voilà, le sang qui va couler, eh bien, effectivement, n'entre pas dans ce jeu. Mais je crois qu'il a manqué de discernement. Et bon, nous sommes tous des hommes, hein. Errar et humanum est, hein. Nous avons beaucoup parlé des autres et pas beaucoup de vous, Madame Justine Mpoyo Kassavubu. Une question qui nous fait sortir de tout ceci, mais en même temps on y reste parce qu'on a parlé du Bas-Congo, on a parlé de Bundu Dia Congo, Bundu Dia Mayala, ainsi de suite. Quelle est la place aujourd'hui de Madame Mpoyo Kassavubu en tant que leader pas régional, ce serait vous faire insulte, mais quand même le Bas-Congo, c'est quand même un peu votre fief. Mais on a quand même l'impression que vous êtes un peu bousculé par d'autres personnalités qui sont là, donc les responsables de Congo Pax, de Bundu Dia Mayala, comme on le disait, Jean-Claude Vouemba, Nemwanda Nsemi, ainsi de suite. Quelle est votre place parmi ces personnalités-là? Mais écoutez, je pense que vous vous trompez tout à fait de diagnostic ou d'analyse. Je vous ferai... C'est une question. Non, mais je vous rappelle tout simplement que pour la lutte de l'indépendance nationale du Congo, Joseph Kasavubu n'était pas seul. Ils étaient bien nombreux et les noms que vous me citez là se retrouvent aussi dans la genèse du mouvement Abako qui a conduit notre pays à l'indépendance. Donc, au contraire, le Bas-Congo est en train de démontrer que c'est un vivier politique inépuisable, que c'est un vivier politique absolument incontournable et que c'est un vivier politique sur lequel la nation congolaise doit pouvoir compter. Non seulement parce que le Bas-Congo regorge de personnalités tout à fait importantes, on peut aussi ajouter le docteur Matousila au passage. Donc je pense que le Bas-Congo reste, comment dirais-je, une province de toute façon qui a donné des éléments avant-gardistes pour la lutte de libération nationale. Parce que là, nous sommes dans le chapitre politique, mais d'une manière spirituelle, nous pouvons aussi citer Papa Simon Kimbangu, parce que c'est aussi le Bas-Congo qui en est vraiment le ferment et puis le vivier vraiment fondamental. Donc, ma place à moi, pour répondre directement à votre question, mais elle est toujours là. Je crois que la conscience nationale qui est la nôtre, c'est d'abord de défendre l'héritage de l'indépendance nationale du Congo, parce que c'est notre devoir, hein, mais c'est aussi notre patriotisme. Et donc, nous sommes là, nous sommes en train de jouer notre rôle, souvent dans la diplomatie, parce qu'il faut aussi de la diplomatie pour faire évoluer la cause du Congo. J'ai effectué pas mal de voyages ces derniers mois, ces dernières années, notamment en Afrique, justement pour faire avancer la cause du peuple congolais. Et ce sont des activités qui ne demandent pas toujours que ce soit dans la publicité. Mais je vous ferai aussi remarquer que la diaspora ici, dont je fais partie, est en train maintenant d'évoluer aussi vers une dimension politique incontournable, parce qu'il y a les activités, il y a les manifestations, mais il y a une dimension politique absolument indispensable qu'il va falloir maintenant mettre en musique, et je suis partie prenante, je dirais, de ce chantier-là aussi. On vient de constater ici à la radio, en tout cas nous avons reçu il n'y a pas longtemps des personnalités politiques qui essayent de capitaliser justement ce que vous venez de dire, c'est que la diaspora commence à compter
politiquement et cette énergie, cette force, cette quantité de personnes ne demande qu'à être quelque part incorporée politiquement par-ci, par-là. Votre parti politique, le MD, avait été, en tout cas pour sa sortie officielle, la première, j'y étais. J'étais à l'Institut de sociologie à l'ULB le jour où vous avez lancé ce parti politique. C'est un parti politique qui a été, je ne sais pas si je me trompe, qui a été initié et créé ici dans la diaspora. Quelle est la place de ce parti dans sur la scène politique congolaise? On voit que Mme Justine Poyo Kassavou, on ne voit pas beaucoup d'autres personnes. Vous les cachez ou il n'y en a pas? Non, écoutez, je vous ferai remarquer tout simplement que sur le terrain, nous sommes reconnus au ministère de l'Intérieur, donc nous avons animé des séminaires. Et vous n'ignorez pas qu'entre 2002 et 2012, j'ai souvent été au Congo. Je suis souvent resté vraiment de longue durée, des séjours de longue durée, pour justement animer la base. Et nous avons une base au pays. Mais là où je garde toute ma modestie, c'est de vous dire que tous les partis politiques qui sont nés après la chute de Mobutu ont connu et connaissent encore les mêmes difficultés. À savoir que si vous n'êtes pas dans le pouvoir en place, ou que si vous n'êtes pas dans les institutions, eh bien, il vous est difficile de faire fonctionner votre parti. Parce que nous avons eu l'épreuve redoutable de la CEI en 2006, où on a consacré vraiment de la fraude avec une envergure et avec une désinvolture absolument incroyable. Et donc, beaucoup de partis qui auraient pu se retrouver au Parlement, dont le nôtre, ne se sont pas retrouvés au Parlement, tout simplement parce que la stratégie des interférences extérieures qui gouvernent à l'arrière-plan le pouvoir de Joseph Kabila, eh bien, en avait décidé ainsi. Et c'est là aussi que moi, j'interpelle l'opinion nationale congolaise. Je crois que lorsque nous disons qu'aucun parti politique ne peut à lui seul gouverner le Congo, c'est exact. Cela veut dire que nous sommes appelés à faire des coalitions, à former des plateformes, et nous sommes dans cette logique-là, dans une politique d'ouverture. Donc le MD existe, mais le MD c'est aussi un parti qui est totalement ouvert à des alliances, parce que seuls nous n'y arriverons pas. Mais unis et rassemblés, nous y arriverons. Et c'est ce à quoi moi j'appelle les Congolais aujourd'hui. Nous devons être rassemblés, nous devons nous unir, parce qu'aujourd'hui c'est le Congo qu'il faut sauver, c'est le Congo qui est gravement en danger. On aurait pu penser, puisque vous avez passé de longs séjours ici en Belgique, vous êtes de Belgique, vous êtes de la diaspora comme vous avez dit, pourtant on n'a pas l'impression qu'il y ait des accointances sérieuses, solides entre vous et les politiques belges. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont peur de vous, ils veulent pas, que vous soyez sur la scène, qu'est-ce qui se passe? Non, je pense que vous avez complètement faux. Nous avons gardé des contacts avec les hommes politiques belges, de tous bords d'ailleurs, je vous le ferai remarquer. Il y a encore quelques jours, je me trouvais à Liège où le groupe MR qui gère un petit peu le fief là-bas, on s'est retrouvés pour l'inauguration du fameux vernissage d'un de nos compatriotes d'ailleurs, M. Vouvou Espoir. Et donc c'était aussi l'occasion de se retrouver avec des hommes politiques. Il y a des conférences qui sont animées. Je vous fais d'ailleurs observer que très prochainement, je prendrai la parole au Cercle de Lorraine, qui est quand même le gratin de la haute politique et de la haute, de la classe dirigeante en Belgique. Donc, cela veut dire que nous sommes dans le réseau. Le Congo doit se méfier. Pardon? Dont le Congo doit se méfier. Se méfier de qui? Cercle de Lorraine. Oh, mais vous savez, lorsque vous défendez le Congo, il ne faut pas avoir peur d'aller sur tous les fronts. Il faut aller aborder la problématique du Congo partout. Parce que il y a des gens qui s'intéressent au Congo partout, et il y a aussi des interférences extérieures qui agissent contre le Congo partout. Alors, moi, mon rôle, c'est de défendre l'héritage de l'indépendance du Congo, mais c'est aussi de projeter vers l'avenir. Qu'est-ce que nous voulons pour le Congo? Qu'est-ce que nous allons faire pour que le Congo retrouve enfin sa place et que les Congolais se sentent de nouveau propriétaires de leur terre? Parce qu'aujourd'hui, c'est cela qui est en jeu. On voudrait nous imposer un mixage politique qui doit pouvoir effacer progressivement tous les nationalistes et mettre à leur place des justiciers, et mettre à leur place des mercenaires à la solde d'interférences extérieures qui viennent piller nos richesses nationales. Et ça,
nous devons être contre, absolument contre. Et donc, le Congo doit être défendu, mais il doit être défendu partout là où c'est nécessaire. Le film du docteur Mukwege vient d'être interdit à Kinshasa. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, le tout dernier. Interdit par l'armée, par, comment dirais-je, par le ministre de l'Information. On ne sait pas très bien qui interdit. Toujours est-il que le film ne peut pas être montré. Mais vous savez, dans un pays, lorsqu'il y a censure, il y a certainement les éléments de renseignement qui sont impliqués. Et cela démontre la mauvaise foi que nous avons dénoncée tout à l'heure lorsqu'on parlait du dialogue et de la motivation du pouvoir en place. Parce que lorsque les services de renseignement dictent au pouvoir en place que tiens, tel acte est bon, tel ne l'est pas, tel film est bon à faire voir au peuple congolais, tel film n'est pas bon à faire voir, ou telle chaîne de télévision doit être fermée, telle autre doit rester ouverte, eh bien ça veut dire que les services de renseignement ont, disons, répondu à un certain nombre de critères. Alors comment est-ce qu'on peut interdire le film du docteur Mukwege et en même temps être un chef de renseignement qu'on envoie à des négociations pour le dialogue? Donc vous voyez que d'un côté, le chef des renseignements qui doit instruire le gouvernement et Kabila pour dire non, ça vous ne pouvez faire, ça vous ne pouvez pas faire, et c'est ce même chef de gouvernement qu'on envoie pour dialoguer, soi-disant pour arracher un compromis. Donc ici, le gouvernement en place vient de démontrer que le dialogue n'a plus d'objet. Même s'il devait y avoir 1% d'intérêt, que cet 1% est totalement maintenant caduque. Pourquoi? Parce que interdire ce film, c'est d'abord faire preuve d'humiliation, de volonté d'humilier le peuple congolais. Parce que le docteur Mukwege, vraiment, mais c'est un homme remarquable. C'est vraiment un fils du pays qui se distingue, qui est en train de nous représenter d'une manière absolument extraordinaire. Et je crois que c'est la première fois quand même dans notre pays que nous avons, à travers le docteur Mukwege, une reconnaissance supranationale, internationale. Et je dirais même qu'il est candidat pour le prix Nobel de la paix. Mais moi, j'applaudis de tout mon cœur. Pourquoi? Parce que, enfin, nous avons quand même là un fils du pays qui est en train de mettre l'intérêt supérieur de notre nation au-dessus de ses intérêts personnels. Car je vous fais remarquer que lui-même a essuyé des menaces de mort. Il a perdu des membres de sa famille. Il n'en parle pas. Donc c'est un homme modeste, c'est un modèle. Donc moi j'admire cet homme et je trouve absolument criminel qu'on interdise son film. Mais je ne désespère pas parce que la censure a toujours un temps. C'est comme dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Ça passera et ce film sera vu par le peuple congolais. Est-ce que c'est parce que le docteur Mukwege ne répond jamais à la question « Allez-vous être candidat à la présidence ?» Il fuit toujours. Dernièrement, il était ici à Bruxelles, on lui a posé la question, mais il ne répond jamais par oui ou par non. Il renvoie les gens à leur responsabilité, ce qui n'est pas mauvais non plus. Il dit « Moi, je fais mon travail, faites le vôtre, ne cherchez pas à ce que je sois président. » Mais oui ou non, vous serez candidat. Est-ce que c'est cela qui fait peur comment dirais-je, au gouvernement et qui donc ne veut pas lui laisser les yeux de toute la population le voir, regarder ce film qui lui ferait donc une publicité incroyable? Mais ce qui fait peur surtout, c'est d'abord parce que c'est un fils du pays et que beaucoup de prétendants au pouvoir de notre pays aujourd'hui n'arrivent même pas à une once du docteur Mukwege. C'est un digne fils du Congo. Il défend les intérêts du peuple congolais. Il n'a pas souscrit à des plans de spoliation de notre pays. Et donc, c'est un incorruptible à cet égard. Et donc, je crois que il fait peur, bien sûr, parce qu'il a maintenant une aura internationale. Il a des qualités que d'autres n'ont pas. Il sait aussi s'exprimer. Et puis, mon Dieu, son humanisme est en train ça crève quand même l'écran. On n'a pas besoin de vivre avec lui au jour le jour, de manger à sa table tous les jours pour comprendre que c'est quand même un homme exceptionnel. Et donc, tout ça, ça fait peur parce qu'évidemment, c'est un homme de qualité. Or, vous vous rappelez, il y a quelques jours, un tenant du pouvoir est venu nous dire qu'il y a des incompétences autour de Kabila au pays. Il a même dit ça, Urbi et Orbi, que non, Kabila est entouré d'incompétents. Et donc, forcément, tous ces incompétents ne peuvent que jalouser un docteur Mukwege qui exprime par la grande mesure toute une compétence que beaucoup n'ont pas au Congo. Vous soutiendrez qu'il entre en politique? Mais vous savez, de toute manière, c'est à lui de s'exprimer. Il ne s'est pas encore exprimé dans ce sens, mais
moi, je crois qu'au Congo, il y a de la place pour tout le monde. Donc, dès qu'il va s'exprimer, nous allons aviser nos positions. Parce que le Congo, aujourd'hui, ne peut pas commettre l'erreur de se priver des hommes compétents. Donc, nous avons besoin de toutes ces compétences-là. Et il faudra simplement que nous ayons suffisamment de discernement pour que nous ayons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et si l'Esprit Saint nous dicte que c'est lui l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, mais nous devrions être aussi vraiment aguerris pour comprendre que nous devons aller dans le sens de l'intérêt supérieur de la nation. Mais encore une fois, je crois avoir compris que dans ses qualités à lui, le docteur Mukwege, mais il attend que le peuple lui exprime aussi cela. Je ne pense pas qu'il viendra s'autoproclamer président de la République comme d'autres l'ont fait avant lui. Donc moi je crois que c'est un homme de grande qualité, il ne faut rien lui interdire, mais il faut au contraire s'autoriser à réfléchir à tous les actes qu'il va poser. La période qui va d'ici à 2016, comment la voyez-vous? Trouble? Très trouble? Grave? Gravissime. Très trouble parce que le pouvoir en place est dans une logique de semer le trouble. Il ne faut pas s'en cacher. Alors là-dessus, je crois que nous devons être vigilants. Nous devons aussi vraiment rendre hommage à notre population. Nous devons certainement encourager la diaspora. De toute manière, nous sommes là pour le faire. La diaspora ne doit surtout pas baisser les bras parce qu'aujourd'hui, la conscience politique qui est là, est une conscience qui doit absolument grandir. C'est une conscience politique qui doit être absolument déterminante, qui ne doit avoir peur de rien, ni de personne. Et je crois surtout que la période qui vient, nous devons absolument affûter nos armes, je dirais nos armes politiques, ne transiger sur rien, n'abandonner aucun principe, mais au contraire être absolument solidaire du peuple congolais pour que nous puissions ensemble construire ce nouveau Congo que nous appelons de nos voeux. Et surtout mettre fin aux interférences extérieures. Ça, je crois que nous devons être intraitables là-dessus. Les interférences extérieures, ça suffit. Et la géopolitique qui se joue dans la région, nous devons maintenant devenir maîtres de ces enjeux et non plus subir les conséquences de ces enjeux. Y a-t-il un point que vous vouliez soulever que nous n'avons pas abordé? Ben, vous savez, je pense que nous reviendrons, car nous n'avons pas évoqué les avantages et les désavantages de l'accompagnement de la communauté internationale, mais retenons d'abord que il peut y avoir des avantages, mais je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il est nécessaire, c'est que les Congolais se prennent en main et que la classe politique joue collectif. Parce que je crois que c'est en jouant collectif que nous allons gagner. Le Rwanda ne peut pas venir nous narguer éternellement. Le Rwanda ne peut pas venir prétendre qu'il faut changer les bornes de nos frontières. Je crois que tout ça, ce sont des distractions, mais nous y mettrons fin. Parce que autant M. Kabila subit des pressions aujourd'hui pour qu'il ne se présente pas, pour qu'il n'y ait pas un troisième mandat, mais M. Kagame ne perd rien non plus pour attendre. Je crois que le cas du Burundi est un cas fâcheux, c'est un cas malheureux, mais je crois que c'est vraiment un épisode qu'on devra vite oublier. Et le Congo n'est pas le Burundi, mais le Congo que nous voulons, c'est un grand Congo. Et je crois que Kagame a joué sa partition. Je crois qu'il s'est bien amusé. Et maintenant, il va comprendre quand même que les Congolais sont résolument debout et il doit quand même se souvenir qu'ils sont, je ne sais pas combien de millions d'habitants, même si on n'a pas encore eu un recensement chez nous, mais je pense quand même que la population congolaise, si demain elle décide de se charger du Rwanda, je crois que M. Kagame va se raviser. Merci beaucoup, Madame Justine Mpoyo Kassavubu sur Radio Air Libre. Merci. Molimo nanga